quoi exactement ta méthode? Récemment, j'ai décidé de dédier mon exercice professionnel au divorce amiable et aux séparations amiables et j'ai créé ma méthode. Je l'ai expérimentée à travers les années, effectivement, et j'ai compris, j'ai cerné comment je pouvais aider avec des étapes claires, structurées, mes clientes et mes clients. Et c'est un véritable accompagnement juridique et humain. C'est vraiment les deux qui sont combinés. Il y a l'audit avec les besoins qui sont particulièrement bien définis, bien cadré. Et ensuite, il y a un accompagnement aussi avec des ressources particulières sur comment renouer la communication avec le parent ou le futur ex-époux ou futur ex-conjoint quand elle est vraiment totalement close, fermée et que pour négocier amiablement, ben, c'est très important de pouvoir quand même encore dialoguer ensemble. Je donne aussi des ressources par rapport à la communication sur la méthode du jeu en exprimant vraiment de manière particulièrement orientée vers soi. C'est un peu comme la communication non violente? C'est un peu ça, oui, c'est un peu un petit mélange, voilà. Et je structure et je donne des exemples concrets par rapport à mon entretien avec mon ou ma cliente. Et je donne des exemples très précis de ce que m'a expliqué mon client. Et ça permet quand même de travailler sur la coparentalité. Parce qu'en réalité, quand tu te sépares, que tu sois marié ou pas, tu restes des parents. Et tu dois évoluer dans la co-responsabilité parentale et dans la coparentalité. Ça veut dire tout simplement communiquer, dialoguer. Peu importe si l'enfant vit en résidence habituelle chez l'un ou en alterné. Dans tous les cas, il faudra communiquer. Dans tous les cas, Ouais, mais on fait comment quand on déteste l'autre pour communiquer? quand on déteste l'autre, déjà, c'est important quand même de se dire que ce sentiment de colère et de haine appartient, t'appartient en fait. Il ne doit pas appartenir à l'enfant, ni à l'autre d'ailleurs. Et je pense que quand tu ressens de la colère et de la haine, il est important de le travailler, de t'en séparer. Pour moi, en fait, se séparer et faire le deuil de sa relation, que tu sois marié ou pas, il est important de passer par une phase de deuil et non pas en t'appuyant sur tes parents, tes amis, parce qu'alors ils sont vraiment pas du tout objectifs, c'est une catastrophe. Au contraire, ils vont te donner des mauvais conseils et tu vas aller droit au mur, ça va être pire. Non, vraiment, d'aller voir un professionnel, un thérapeute tout simplement. C'est des thérapies très brèves, ça dure pas longtemps. Et ça te permet quand même de te recentrer sur toi, de te recentrer sur tes besoins, et souvent, et je dis bien souvent, voire quasiment tout le temps, la personne se rend compte que c'est une chance pour elle, finalement, d'être séparée. Et c'est à ce moment-là qu'elle reprend son espace de vie, son élan en réalité pour avancer. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit, ouh là là, non seulement j'ai de la chance de ne plus être avec, mais en plus de ça, j'ai compris comment communiquer avec et comment faire de ma relation avec lui, finalement, une relation de parentalité uniquement. Et cette phase-là, elle est fondamentale et j'accompagne beaucoup vers ça parce que ils ont pris perpétuité. Quand t'es parent, tu prends perpète. C'est l'enfant, même quand il a 18 ans, il a toujours besoin de toi, de son papa et de sa maman. Et puis en plus, selon l'histoire de chacun, il va plus aller vers maman pour tel sujet, plus aller vers papa pour d'autres sujets. L'enfant, quand il fait des études, il a besoin de toi. Quand il va se marier, il a besoin de toi. Quand il a des gosses, il a besoin de toi. Donc en fait, tu prends perpète. C'est pour ça qu'il faut toujours se communiquer, parler et aller dans le même sens, faire équipe en fait. Et comment tu gères des clients qui n'arrivent pas à faire équipe avec l'autre et qui veulent gagner sur l'autre? J'attire plus les personnes qui veulent gagner et détruire l'autre. J'attire plus ce genre de clients en tant qu'avocate. Je les ai attirés, je pense, beaucoup. Et je ne l'ai pas vu, je n'avais pas du tout la lucidité de le voir. Donc j'en ai défendu beaucoup. Mais aujourd'hui, j'attire plus ces personnes-là. J'attire des personnes qui ont vraiment envie de passer à autre chose, qui se rendent compte qu'ils ont de la chance d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu et qui veulent tourner la page et refaire leur vie. Voilà, tout simplement, sans se détruire. C'est un cap en réalité. Mais c'est des personnes qui sont intelligentes et qui ont besoin quand même d'accompagnement humain. C'est pas que je signe pas que des papiers. Je t'explique comment on fait. Je t'explique. Je me moque de pourquoi tu l'aimes plus, pourquoi tu l'as trompé, pourquoi il t'a trompé, pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Ça, finalement, ça ne me regarde pas. J'ai besoin de le savoir parce que si ça part en sucette, après dans la négociation, ben, j'ai besoin de savoir quand même ce que tu lui as fait, si tu lui as vraiment fait beaucoup de mal, voilà. Parce que cet état aussi, il faut le travailler, bien évidemment. Mais par contre, je ne te juge pas.
de ce que tu as fait, de ce que tu penses, de tes besoins. Jamais de la vie, je jugerai une personne. Par contre, ce que je fais, c'est que j'explique comment faire maintenant, là, aujourd'hui. Et j'accompagne dans l'action. Comment on va faire aujourd'hui pour arriver à se séparer correctement sans se détruire et se déchirer. Et c'est vraiment possible de se séparer sans se détruire et se déchirer? C'est vraiment possible de se séparer et de divorcer sans se déchirer. D'ailleurs, c'est de plus en plus le cas. J'ai remarqué dernièrement que la plupart de mes rendez-vous au cabinet sont pour des personnes qui veulent vraiment se séparer et se déchirer. Il y a beaucoup de personnes qui sont apeurées par le même sujet. Souvent, c'est les enfants, voilà, parce qu'ils ont peur d'être confrontés. Et c'est une réalité à ce manque de l'enfant qui va aller chez papa-maman. C'est une étape quand même qui est cruciale et c'est la raison pour laquelle j'invite toujours les personnes à consulter un thérapeute. Déjà, je pars du principe, à mon âge, que toutes les personnes de ce monde devraient consulter, en fait. Devraient consulter un thérapeute régulièrement. Parce qu'il y a des mots qu'on ressent, il y a des situations qui peuvent nous rendre vulnérables, même si la vulnérabilité, finalement, elle est intéressante dans la vie, c'est pas une faiblesse. Je pense honnêtement que chacun devrait déjà consulter régulièrement un thérapeute pour se sentir mieux, pour comprendre justement et avoir des réponses à des réactions, à des situations, que ce soit sur le plan professionnel, familial et marital. Voilà. Je pense qu'on vit tous et toutes des situations toxiques dans notre vie. C'est la raison pour laquelle je prône vraiment l'engagement thérapeutique régulier pour essayer de se détoxifier, de se centrer sur et de s'aligner dans sa vie. C'est pour ça que j'oriente beaucoup mes clients et mes clientes vers un accompagnement dès qu'ils se séparent, parce que je vois le changement. Je vois la différence entre celles et ceux qui font ce pas, et ceux qui n'y vont pas. Mais pourquoi c'est encore tabou de prendre un thérapeute, tu penses? De consulter un thérapeute, en France, c'est un peu tabou encore parce que ça renvoie vers des images négatives de santé mentale, de faiblesse, de dépression, de déprime. Alors qu'en réalité, une personne qui va voir un thérapeute, il n'est pas déprimé, il n'est pas forcément en dépression. Il a juste conscience qu'il a un souci et qu'il a besoin d'être accompagné par quelqu'un de professionnel qui va l'aider à trouver des réponses tout seul, plus rapidement que s'il n'y va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles peuvent trouver des réponses toutes seules, et ça peut être le cas selon tes ressources, ton intellect, ta façon de te ressourcer en lecture, en podcast, en documentaire. Mais si tu veux gagner du temps, va voir un professionnel. Ta méthode, c'est plus du droit ou c'est plus de l'humain finalement? La méthode que j'ai mise en place, c'est un combiné entre le juridique, le droit et l'humain. Je ne pourrai plus jamais travailler en tant qu'avocate que dans le droit, que dans le juridique et trancher du juridique. Je suis obligée de prendre l'humain en considération, je suis obligée de prendre la vie de mes clients, leur histoire. Souvent, des blessures apparaissent dans mon premier rendez-vous, des blessures qui n'ont rien à voir avec le partenaire ou le conjoint. C'est des blessures d'enfant, des blessures d'abandon. C'est la raison pour laquelle l'humain est au cœur de tout et le juridique transforme en réalité les faits, ce qui se passe, et on les pose sur un papier et on en discute. Mais je ne pourrai jamais plus travailler en tant qu'avocate que sur le juridique. Sinon, j'arrêterai et je m'orienterai vers autre chose. Et tu parles du fait qu'on ait des blessures d'enfance qui se réveillent dans les séparations et les divorces. C'est assez courant? Quand on se sépare et qu'on divorce, on peut effectivement avoir des blessures si elles n'ont pas été traitées petit, en thérapie ou en adolescence ou en étant jeune adulte. On peut avoir des blessures effectivement qui se réveillent parce que quand on se sépare ou qu'on est quitté, par exemple, on se sent plus aimé et donc on se sent abandonné. Et si dans l'enfance, on a été éduqué par une maman avec un papa qui l'a abandonné, cette blessure de l'abandon, elle est toujours présente, elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été soignée, elle n'a pas été comprise et acceptée. Et effectivement, il peut y avoir un impact dans la vie d'adulte avec ce sentiment d'abandon. Et il y a même aussi des cas où on s'auto-sabote. On se croit qu'on ne mérite pas d'être aimé et qu'on va forcément se faire abandonner. Et donc, on est dans un processus de vie, de croyances négatives et limitantes. Et donc, on évolue dans nos relations, dans cette croyance-là, qu'à un moment donné, de toute manière, on va m'abandonner. À un moment donné, je vais être quitté. Et ça arrive.
C'est comme la loi de l'attraction. Tu visualises et tu y vas et tu tombes dans le panneau. C'est comme des personnes, des femmes, moi j'ai souvent ça, qui ont grandi avec des parents qui se trompaient et qui restaient. Et souvent, elles vont vers des hommes qui les trompent. Elles reproduisent le même schéma, le même processus en réalité, parce qu'elles n'ont pas compris, parce que c'est quand même pas facile de comprendre ce processus. Voilà. Et je pense qu'un accompagnement avec un thérapeute très compétent, professionnel, peut tout changer. Et c'est important pour toi, la santé mentale, dans ta vie à toi? Pour moi, en tant que maman, en tant qu'avocate, en tant qu'épouse, en tant que fille de mes parents, et en tant qu'amie aussi, parce que je suis présente pour mes amis. La santé mentale est très importante et j'y accorde une importance particulière, tout simplement parce que tous les jours de notre vie, on peut être confronté à des difficultés. Et c'est important toujours de prendre du recul, d'essayer de rationaliser. Et c'est pas facile de rationaliser quand on est dans un état émotionnel fragile. C'est pour ça que vraiment, je me documente beaucoup, je lis énormément. Et effectivement, je pense que être accompagné et comprendre comment on fonctionne dans notre cerveau, comment on fonctionne dans notre sensibilité, dans notre état émotionnel, comment fonctionnaient nos parents, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut reproduire, qu'on aime, qu'on accepte, et est-ce qu'il y a des choses surtout qu'on veut fuir? C'est important vraiment la santé mentale pour quand on est maman et quand on est avocat et tout simplement quand on est un adulte, parce que ça permet quand même de ne jamais perdre pied, et si on perd pied, rapidement, on arrive à se relever. Et voilà. Tout à l'heure, du fait que tu fais un premier rendez-vous qui est crucial. Donc, si je veux réserver ce premier rendez-vous, je fais comment? Le premier rendez-vous, il est crucial, effectivement. De toute façon, je ne donne aucune information par téléphone ou par mail à personne. Je n'ai pas le temps de le faire puisque je priorise et je cadre beaucoup mon emploi du temps. Donc, ce premier rendez-vous est fondamental, effectivement. Et il faut appeler le cabinet et puis mon assistante envoie un SMS ou un mail avec le lien de prise de rendez-vous. Tu dois te connecter sur Calendly. C'est un peu comme Doctolib. Ça permet à la personne de prendre rendez-vous en fonction de son planning familial, professionnel et du mien, parce que j'ai quand même des audiences, des rendez-vous et du travail à faire aussi pour les dossiers, parce qu'un avocat, c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup ses dossiers et est concentré quand même essentiellement la plupart du temps quand même dans ses dossiers.